La plupart des gens passent leur jeunesse à économiser trop peu et leur vieillesse à économiser trop. C'est l'une des grandes comédies de la vie moderne. On atteint enfin l'âge où l'on devrait utiliser l'argent pour acheter du temps, du confort et de la dignité. Au lieu de cela, on continue à agir comme si l'on avait encore 25 ans et qu'un seul chèque manqué nous plongerait dans le désastre. Soyons clairs, si tu as plus de 60 ans et que tu es toujours obsédé par l'idée d'économiser chaque centime, tu as déjà raté le véritable sens de la richesse. L'argent est un outil, pas un trophée. Et un outil qui n'est jamais utilisé, c'est juste un poids mort. Les gens pensent qu'en vieillissant, ils deviennent automatiquement sages. Ce n'est pas le cas. Cela rend simplement leurs habitudes difficiles à changer. Si tu as passé 40 ans à serrer la vis sur chaque dollar, tu ne vas pas te réveiller à 60 ans avec une brillante philosophie sur les dépenses, tu continueras à serrer. Tu continueras à rétrécir ta vie. Et tu te diras que c'est de la discipline, alors qu'en réalité, c'est juste de la peur déguisée en costume respectable. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont économisés dans la misère. Ils n'étaient pas pauvres. Ils se comportaient comme si la pauvreté se cachait derrière chaque porte. Et quand on vit ainsi assez longtemps, on finit par devenir prisonnier de sa propre prudence. J'ai grandi pendant la Grande Dépression. Je sais à quoi ressemble la vraie pénurie. Je sais ce que ça fait de voir des adultes s'effondrer parce qu'il n'y a pas de travail. La peur de manquer est ancrée dans les gènes des gens de ma génération. Mais voici la nuance. La peur peut être utile quand on a 20 ans et qu'on est fauché. C'est un poison quand on a 60 ans et qu'on est financièrement à l'aise. À 60 ans, votre mission n'est pas d'accumuler. Votre mission est de gérer le reste de votre vie de manière sensée. Et la vie, malheureusement, n'est pas un actif à long terme. C'est un actif qui se déprécie rapidement. À 60 ans, la plupart des gens n'ont pas de problème de revenus. Ils ont un problème de dépenses, mais pas de la manière dont vous pourriez penser. Ils ne dépensent pas trop, ils dépensent trop peu. Ils considèrent chaque dépense comme un échec personnel. Ils préfèrent laisser une ressource parfaitement bonne, inutilisée, plutôt que de risquer un peu d'inconfort. C'est de la bêtise déguisée en prudence. Et la bêtise, c'est toujours coûteux, surtout celle qui se prend pour de la vertu. Les gens adorent parler de laisser un héritage. Mais le monde n'a pas besoin de plus de martyrs qui partent avec des comptes en banque bien remplis et des vies vides. Si tu veux donner de l'argent à tes enfants, fais-le tant que tu es encore là. Ils pourront en profiter de manière judicieuse. La plupart des héritages arrivent trop tard, comme un extincteur livré après que la maison est brûlée. Et si tu prévois de tout donner à une œuvre de charité, c'est super. Mais ne confonds pas générosité et négligence de soi. Il n'y a rien de vertueux à vivre tes 20 dernières années comme un moine pendant qu'une fortune prend la poussière. Laisse-moi te dire un truc simple. Après 60 ans, le meilleur retour sur investissement ne se trouve pas dans les actions, les obligations ou l'immobilier. C'est dans la qualité de vie. Une meilleure santé, moins de stress, plus de temps avec ceux qui comptent, des expériences qui te rappellent que tu es encore vivant. L'argent peut acheter ces choses, pas à la perfection, mais de manière suffisamment fiable. Et si tu refuses de dépenser pour eux, tu commets la pire erreur d'investissement qui soit. Tu laisses la peur surpasser ton intelligence. J'ai toujours dit que les premiers 100 000 $ sont les plus difficiles à atteindre. Une fois que tu as franchi ce cap, l'argent commence à bien se comporter. Il s'accumule, il te sert. Mais après 60 ans, l'équation change encore. Maintenant, c'est toi qui sers l'argent, à moins que tu ne prennes la décision consciente de ne pas le faire. Si tu continues à compter chaque centime à un âge où tu devrais plutôt profiter des moments, tu as inversé tes priorités. Un jeune qui fait attention à ses dépenses, c'est admirable. Un vieux qui fait de même est souvent juste perdu sur le véritable sens de la richesse. La plupart des gens ont tellement peur de manquer qu'ils ne prennent jamais en compte un problème plus réaliste,
manquer de vie en premier. Tu n'as pas besoin de devenir imprudent. Tu n'as pas besoin de dépenser tes économies comme un marin ivre. Ce qu'il te faut, c'est un plan rationnel, pas un plan dicté par la peur. Mais ce plan doit refléter la réalité. Tu ne seras pas là pour toujours. Et les années qu'il te reste ne sont pas interchangeables. Tes 70 ans ne ressemblent pas à tes 90 ans. Tes 60 ans ne sont pas une décennie de bonus où tu attends qu'on te donne la permission de profiter de la vie. Si tu as gagné la partie, c'est-à-dire que tu as suffisamment d'argent, arrête de te comporter comme si tu devais encore te qualifier pour le premier tour. Tu ne gagnes pas de points supplémentaires en partant avec la facture d'électricité la plus basse ou le fonds de retraite le plus intact. Les gens oublient cette vérité simple. L'argent est fait pour être utilisé judicieusement, pas pour être anxieusement gardé. À 60 ans, le plus grand danger n'est pas de dépenser trop. C'est de laisser la peur de dépenser trop gâcher les derniers beaux chapitres de ta vie. Tu as passé des décennies à travailler, à faire des sacrifices, à économiser et à planifier. Ne laisse pas les vieilles habitudes gâcher la récompense. À un moment donné, autour de 60 ans, continuer à épargner de manière agressive cesse d'être raisonnable et devient irrationnel, car après 60 ans, l'argent ne fructifie plus. La vie, elle, se construit et elle ne se cumule pas dans un compte bancaire. Elle se développe à travers des actions, des relations et des expériences qui comptent vraiment. Si cette idée te dérange, c'est probablement parce que tu as confondu épargne et sécurité. La véritable sécurité découle du jugement et non d'un chiffre plus élevé sur un relevé. Et le jugement dit ceci: on ne peut pas emporter tout ça avec soi, mais on peut certainement laisser trop de choses inutilisées. Les gens pensent que la pauvreté et la vieillesse proviennent d'une épargne insuffisante. Dans de nombreux cas, cela vient de l'épargne excessive pendant trop longtemps et d'un refus de s'adapter lorsque la vie change. C'est incroyable de voir combien de personnes atteignent 60, 70, voire 75 ans et continuent d'agir comme si elles étaient à un seul mauvais chèque de dormir sous un pont. On pourrait penser qu'après avoir travaillé 40 ou 50 ans, elles auraient appris quelque chose sur le monde. Mais la peur a un moyen de figer les gens dans l'état d'esprit de leurs jeunes années, plus difficile. Cette inertie émotionnelle est l'une des forces les plus coûteuses en matière de finances personnelles. Eh bien, j'ai connu des gens qui étaient financièrement à l'aise selon n'importe quelle définition raisonnable, avec des maisons remboursées, des dividendes réguliers provenant d'investissements prudents et plus d'argent qu'ils ne pourraient jamais dépenser. Pourtant, ils vivaient comme des souris d'église, comptant leurs œufs, réutilisant leurs sachets de thé et conduisant des voitures qui auraient dû être données à la science. Ce n'était pas de l'économie, c'était de la peur. Et la peur pousse même les gens intelligents à agir de manière irrationnelle. L'ironie, c'est que la peur ne vous protège pas. Elle vous empêche simplement d'utiliser les ressources que vous avez accumulées toute votre vie. Vous vous retrouvez plus pauvre, non pas parce que vous manquez d'argent, mais parce que vous refusez d'y accéder. Une fois, j'ai vu un homme dans la soixantaine refuser d'allumer son climatiseur pendant un été brûlant en Californie parce qu'il ne voulait pas que sa facture d'électricité augmente. Cet homme avait pourtant des millions tranquillement investis dans des fonds indiciels. Il ne voulait pas dépenser de l'argent pour son confort. Il préférait la sueur. Ce n'est pas de la discipline, c'est un comportement inadapté. En économie, on parle beaucoup d'agents rationnels. Mais les êtres humains ne sont que rarement rationnels. Et rien ne met en lumière l'irrationalité comme le vieillissement. Quand on est jeune, la peur peut inciter à adopter des comportements utiles. Elle vous pousse à épargner. Elle vous éloigne des dettes. Elle vous incite à être responsable. Mais à 60 ans, la peur devient un parasite. Elle se nourrit de votre jugement, pas de votre paresse.
Les personnes obsédées par l'épargne à cet âge-là s'attaquent à un problème qu'elles n'ont plus. C'est comme continuer à acheter du lait pour bébé alors que votre enfant est à l'université. Cela avait du sens à un moment donné, mais la vie a évolué et vous, non. Un des avantages d'avoir vécu la Grande Dépression, c'est que j'ai compris la différence entre une menace réelle et une menace fantôme. Les menaces réelles sont évidentes. On peut les voir, les ressentir, les sentir. Les menaces fantômes résident dans votre esprit et se manifestent par des comportements financiers absurdes, comme entasser de l'argent que vous n'utiliserez jamais ou refuser de réparer un toit parce que le coût du contrat semble trop élevé. La plupart des gens finissent leur vie avec bien plus d'argent qu'ils ne l'avaient prévu. C'est une autre grande comédie de la condition humaine. Ils passent toute leur vie à s'inquiéter de manquer d'argent et finissent par quitter la scène les poches pleines. La blague finale, c'est que ce sont les enfants, les petits-enfants des autres, ou le fisc qui profitent de ce qu'ils avaient trop peur de toucher. La peur vous dépouille 2 fois. Elle vous vole votre joie pendant que vous êtes en vie, et elle altère votre jugement sur ce que la vie exige à chaque étape. Si vous avez 60 ans et que vous agissez encore comme si dépenser de l'argent était un échec moral, laissez-moi vous dire quelque chose de désagréable. Vous n'avez pas gagné la partie. C'est la partie qui vous a eu. Vous avez suivi des règles qui avaient du sens quand vous aviez 25 ans, mais vous avez oublié de les mettre à jour en atteignant 65 ans. J'ai toujours dit que la capacité de changer d'avis est un super pouvoir. La plupart des gens ne l'ont pas. Ils s'accrochent à de vieilles habitudes, comme à un radeau de sauvetage, même lorsque la rive est juste devant eux. La leçon est claire. La menace financière à 60 ans n'est pas de dépenser trop. C'est dépenser par peur. Une peur qui ne reflète plus la réalité. Votre objectif en vieillissant n'est pas l'accumulation. Son maintien de la santé, du confort, des relations et de la dignité. Tout cela a un prix. Parfois, un prix plus élevé que ce que vous êtes prêt à débourser, mais refuser de dépenser ne vous protège pas. Cela ne fait que diminuer la qualité de la seule vie qu'il vous reste. Vous n'avez pas besoin d'être imprudent, mais il est essentiel d'agir de manière rationnelle. Une personne de 60 ans utilise son argent pour résoudre des problèmes de 60 ans, comme la santé, la mobilité et le temps, et non des soucis de 20 ans, comme le loyer ou les prêts étudiants. La peur ne vous dira pas cela. La peur vous incitera à accumuler, à vous rétrécir, à reculer. La peur veut que vous croyiez que le monde n'a pas changé depuis 1932. Mais vous ne vivez plus en 1932. Moi non plus. Et les conséquences de laisser la peur dicter votre comportement sont bien plus lourdes que le coût de mener une vie un peu plus épanouie, surtout quand vous en avez les moyens. L'une des grandes tragédies de la retraite moderne est le nombre de personnes qui quittent ce monde avec plus d'argent qu'elles n'ont jamais osé utiliser. Et croyez-moi, ce n'est pas un signe de génie. C'est un signe de mauvaise évaluation. Une vie vécue avec le mauvais tableau de bord. Les gens pensent que mourir avec une grosse somme d'argent signifie qu'ils ont été responsables. Souvent, cela veut dire qu'ils étaient effrayés, manquaient d'imagination ou simplement trop têtus pour adapter leur comportement financier en vieillissant. On ne reçoit pas de médaille pour quitter la vie avec des ressources non utilisées. Il n'y a pas de pierre tombale qui dit « Ici repose un homme qui a gardé sa facture de chauffage remarquablement basse ». J'ai souvent dit que la façon la plus simple de vivre une vieillesse misérable, c'est de continuer à agir comme si on se préparait encore à cela. Et eux, c'est ce que font la plupart des gens. Ils traitent l'argent comme une sorte de relique sacrée qu'il faut préserver pour les générations futures. Pendant ce temps, ils étouffent lentement leur dernière décennie, persuadés que le renoncement est une forme de sagesse. Ce n'est pas le cas. C'est juste de l'inertie qui porte une auréole. J'ai connu des personnes qui ont vécu 80, 90, voire 100 ans.
avec des portefeuilles qui ont grandi sans être touchés parce qu'elles avaient trop peur d'en profiter. Elles sont mortes avec des millions, tout en vivant comme des misérables. Leur dépense la plus importante était probablement leurs funérailles, ce qui représente le retour sur investissement le plus absurde qu'on puisse imaginer. Laisse-moi te dire quelque chose de désagréable. Si tu pars avec trop d'argent, c'est que tu as mal utilisé tes ressources. Tu n'as pas réussi à transformer ton capital en une vie meilleure. Tu as accumulé quelque chose qui était censé être utilisé. Les gens aiment se vanter que leurs investissements ont continué à croître longtemps après leur retraite. Ce qu'ils ne mentionnent pas, c'est que leur vie n'a pas suivi cette même tendance. Et c'est ça, la véritable perte. On le voit surtout chez ceux qui ont traversé des épreuves, des survivants de guerre, de récession, de faillite, d'humiliation financière. Ils ne perdent jamais cette peur. Même quand ils réussissent, ils se comportent comme des perdants attendant d'être démasqués. Ils oublient que la vie a des saisons. Épargner est utile pour certaines saisons. Dépenser l'est pour d'autres. Une personne rationnelle change de vitesse. Une personne émotive reste en première jusqu'à ce que le moteur lâche. Et ne faisons pas semblant que ce problème est noble. Ce n'est pas de la générosité. Ce n'est pas de la discipline. Ce n'est pas un sacrifice stratégique. C'est de la peur de se tromper, la peur de lâcher prise, la peur de désirer quelque chose que l'on pense ne pas mériter. Il y a des gens qui restent seuls dans des maisons sombres pendant que leurs comptes de courtage gonflent. Ils évitent les vacances, négligeant leur passe-temps, rejettent les petits plaisirs et passent leurs dernières années à fixer les mêmes 4 murs. Puis ils s'éteignent et tout à coup, leurs enfants découvrent que maman ou papa avaient assez d'argent pour acheter 3 maisons et un yacht. Ce n'est pas un héritage. C'est un roman policier avec une fin très triste. Et ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire de dépenser votre argent comme un fou. Être imprudent, c'est juste une autre forme de bêtise. Mais il y a une grande différence entre la prudence et la paralysie. Beaucoup de personnes âgées restent économes parce qu'elles ont peur de devenir un fardeau. C'est une préoccupation légitime, mais corriger le tir de manière excessive ne résout pas le problème. Mourir avec une fortune ne prouve pas que vous étiez responsable. Cela prouve que votre stratégie de gestion de la peur était largement défaillante. Il n'est pas nécessaire de dépenser sans réfléchir, mais il est essentiel de dépenser de manière réfléchie, surtout pour les choses qui comptent quand le temps commence à manquer. Parlons un peu des enfants. Certains parents pensent que le meilleur cadeau qu'ils peuvent offrir à leurs enfants, c'est un énorme héritage. Ce n'est pas vrai. Le meilleur cadeau, c'est d'avoir mené une vie qui leur enseigne quelque chose sur le jugement, la résilience et la gestion judicieuse des ressources. Leur laisser une fortune tout en vivant comme un ermite ne leur apprend qu'une chose, la peur se transmet. Et voici un petit secret. La plupart des enfants préféreraient voir leurs parents profiter des 20 dernières années de leur vie plutôt que d'hériter d'une somme d'argent un peu plus conséquente. L'argent est un outil. Les outils sont faits pour être utilisés. Personne n'admire un menuisier qui meurt avec tous ses outils brillants et inutilisés. Tu as passé des décennies à faire des sacrifices, tu as travaillé quand tu étais fatigué, tu as économisé quand c'était difficile, tu as évité la bêtise et tu as construit un coussin pour te protéger. Si tu as décidé de ne pas profiter de ce coussin dans les dernières étapes de ta vie, quel en était vraiment l'intérêt? Aucun investissement ne rapporte plus en vieillissant que le confort, la santé, la sérénité et des souvenirs précieux. Le marché peut te donner de l'argent, mais il ne peut pas te donner du temps. Et quand le sablier s'écoule, ne pas utiliser ce que tu as est l'erreur de valorisation la plus importante. Mourir avec trop d'argent n'est pas un succès financier. C'est une mauvaise appréciation des occasions de vie qui s'amenuisent. Profite de ce que tu as gagné. Dépense ce que tu as économisé.
Vis tes dernières années avec la même sagesse que celle que tu as utilisée pour bâtir ta richesse, pas avec les mêmes peurs qui ont marqué ta jeunesse. La plupart des gens élaborent des plans de retraite en se basant sur une version fantasmée de leur futur soi. Dans ces rêves, ils sont en bonne santé, pleins d'énergie, mobiles, vifs d'esprit et impatients de savourer la vie. Mais la réalité est bien moins flatteuse. Ton corps commence à envoyer des rappels désagréables, ton esprit ralentit, ton énergie diminue. Votre tolérance au malaise diminue presque à néant. Et pourtant, les gens continuent d'épargner comme s'ils allaient gravir des montagnes à 85 ans. Laissez-moi être très clair. La vieillesse s'accompagne d'un déclin constant de vos options. Ce que vous pouvez faire à 65 ans peut devenir impossible à 75 et sans intérêt à 85. Si vous ne dépensez pas votre argent tant que vous avez encore des choix, vous finirez par perdre la capacité de le dépenser de manière significative. Il y a une tragédie silencieuse qui se joue dans presque chaque foyer avec des parents ou grands-parents vieillissants. Ils atteignent un âge où l'argent pourrait vraiment améliorer leur quotidien. De meilleurs repas, des transports plus sûrs, des conditions de vie confortables, du soutien médical, de la compagnie, et au lieu de cela, ils resserrent leur budget. C'est le mauvais instinct au mauvais moment. Vous seriez surpris de voir combien de personnes âgées de 80 ans refusent de l'aide, non pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais parce qu'elles ne veulent pas dépenser d'argent. Pendant ce temps, cet argent reste inactif dans des comptes qu'ils ne videront jamais, et leurs dernières années deviennent plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Ils ne font pas preuve de force, ils font preuve d'entêtement. La force, c'est savoir quand s'adapter. L'entêtement, c'est refuser de changer parce que la peur est familière. Le déclin arrive pour tout le monde, même pour ceux qui se sentent jeunes de cœur. Votre corps ne se soucie pas de votre optimisme. Vos articulations ne négocieront pas avec votre fierté. Votre vue ne s'améliorera pas parce que vous essayez d'être économe. C'est pour cela qu'épargner de manière agressive après 60 ans est une stratégie mal avisée. Vous épargnez pour un chapitre de la vie qui aura de moins en moins d'opportunités de profiter. Vous mettez de l'argent de côté pour des années où vos dépenses principales ne sont pas des expériences. Ce sont des soins de santé et des commodités. Vous ne devriez pas épargner plus, mais épargner mieux. À 60, 70, 80 ans, la question n'est pas comment faire durer cet argent éternellement. C'est comment transformer cet argent en une vie qui ne devient pas inutilement compliquée. Les gens sous-estiment la vitesse à laquelle le déclin s'accélère. Quand on atteint 40 ans, les changements sont discrets. À 60 ans, ils s'accélèrent. Puis, à 70 ou 80 ans, ils vous frappent comme un train de marchandises. Une personne sensée s'adapte. La plupart des gens ne le font pas. J'ai vu des personnes qui tenaient à nettoyer leur gouttière à 75 ans parce qu'elles ne voulaient pas dépenser d'argent pour de l'aide. Elles ont économisé 70 $. Elles ont payé le prix fort avec une hanche cassée. C'est l'échange le plus absurde que j'ai jamais observé. Et ce n'est pas un cas isolé. J'ai rencontré des octogénaires avec suffisamment d'argent pour engager un aide à domicile à temps plein. Mais ils refusent parce que le coût mensuel leur semble élevé. Pendant ce temps, leur qualité de vie diminue chaque semaine. Ils ne protègent pas leur argent. Ils sacrifient leur dignité pour préserver un chiffre. C'est la logique étrange de la vieillesse. Les gens ont peur de gaspiller de l'argent, mais pas assez peur de perdre leurs dernières années. Laissez-moi vous dire quelque chose de dur, mais nécessaire. Le véritable gaspillage, c'est le temps que vous ne pouvez pas récupérer, pas l'argent que vous ne pouvez pas emporter avec vous. Si tu as déjà remporté la partie, arrête de jouer comme si tu étais à un faux pas de tout perdre. Dépenser de l'argent pour obtenir de l'aide, du confort, de la santé et de la commodité en vieillissant n'est pas un caprice.
C'est une stratégie judicieuse. C'est la manière intelligente d'étendre l'utilité de tes années restantes. Réfléchis-y. À quoi bon avoir une belle fortune à 90 ans si tu ne peux pas voyager, socialiser, te consacrer à des loisirs, aller n'importe où sans aide, et que tu es trop fragile pour profiter même des plaisirs simples? Le rêve commun, c'est de penser qu'un jour, tu pourras savourer les fruits de ton travail. Mais une fois que tu as dépassé 60 ans, ce jour doit être maintenant, pas dans un futur imaginaire où tu seras soudainement en meilleure santé et plus énergique. La dégradation est inévitable. Ce qui reste incertain, c'est si tu vas utiliser tes ressources pour atténuer cette dégradation ou laisser la peur l'accélérer. Voici un exercice simple que j'ai partagé avec des gens. Imagine un graphique avec 2 courbes. L'une montre ta capacité physique qui diminue. L'autre montre tes économies qui augmentent. À un moment donné, elles se croisent. Après ce moment-là, chaque dollar supplémentaire que tu mets de côté devient moins utile, car ta capacité à profiter de ce que ce dollar peut t'offrir diminue plus vite que ton solde ne grandit. La plupart des gens continuent à épargner bien après que la période utile soit terminée. Ils se retrouvent avec de l'argent qu'ils ne peuvent pas utiliser dans un corps qui ne peut plus en tirer profit, dans une vie qui rétrécit chaque année. Ce n'est pas de la frugalité, c'est une mauvaise allocation des ressources. Aucun investisseur sensé ne garderait un actif longtemps après que l'opportunité de l'utiliser soit passée. Pourtant, les gens font exactement cela avec leurs économies. Arrête de voir la vieillesse comme une seconde jeunesse. Ne pense pas que tu en profiteras plus tard. La fenêtre se rétrécit. Utilise ton argent quand il peut encore t'acheter mobilité, santé, confort et choix. Parce qu'un jour viendra où l'argent ne pourra acheter que des factures médicales et des regrets. Si tu veux comprendre pourquoi les gens épargnent de manière obsessionnelle, après 60 ans, pas besoin d'un manuel de finances. Il te faut un manuel de psychologie, de préférence un bien épais, parce que le comportement n'a rien à voir avec des tableaux de chiffres, et tout à voir avec la peur, les habitudes et une incompréhension totale du risque. La phrase qui détruit le plus de bonheur tard dans la vie est assez simple, juste au cas où. Les personnes âgées s'y accrochent comme à une couverture de sécurité. Elles hésitent à dépenser pour du confort, des améliorations, des expériences ou de l'aide, parce qu'elles se préparent toujours à un scénario catastrophique flou qui n'existe surtout que dans leur tête. Et voici l'ironie. Les catastrophes qu'elles redoutent se produisent rarement. Les difficultés qu'elles créent en dépensant trop peu surviennent chaque jour. Penser juste au cas où est un piège psychologique déguisé en prudence. Ça sonne responsable, ça semble prudent, mais ça conduit à l'exact opposé d'une vie intelligente. Laisse-moi te donner un exemple. Je connaissais un couple septuagénaire qui refusait de remplacer leur vieux matelas inconfortable. Ils ne voulaient pas gaspiller d'argent. Ils ont mal dormi pendant des années. Leur dos était en souffrance. Leur humeur était vraiment mauvaise. Et la première fois qu'ils ont finalement décidé d'acheter un nouveau matelas, leurs enfants ont dû les traîner jusqu'au magasin. Qu'est-ce qui a changé leur avis? Ce n'était pas la sagesse, c'était la douleur. Une douleur qui aurait pu être évitée avec un simple achat 10 ans plus tôt. Voilà à quoi ressemble la frugalité dictée par la peur. Les petites commodités sont négligées, les petites améliorations sont remises à plus tard. Les petites dépenses sont diabolisées et la vie devient inutilement difficile. Il n'y a rien de noble à s'imposer des désagréments. Mais la peur persuade les gens que souffrir maintenant les protégera plus tard. Ce n'est pas de la rationalité, c'est de la superstition. Les personnes de plus de 60 ans se racontent souvent des histoires sur des crises futures. Que se passe-t-il si l'économie s'effondre? Que se passe-t-il si je tombe malade? Que se passe-t-il si je vis jusqu'à 100 ans?
et que je manque d'argent? Que se passe-t-il si mes enfants ont besoin d'aide? Que se passe-t-il si l'inflation explose? Que se passe-t-il si un jour j'ai besoin de soins à long terme? Ces peurs semblent énormes, mais elles sont floues. Les craintes floues sont les plus coûteuses, car les gens se préparent trop sans aucune mesure. Oui, il y a des frais médicaux. Oui, des imprévus peuvent survenir. Oui, il est sage d'avoir des économies. Mais l'esprit humain est vraiment mauvais pour évaluer les risques en vieillissant. Il multiplie chaque danger par 10. Il imagine la pire version de chaque situation et vous persuade que profiter de vos dernières années est d'une certaine manière irresponsable. Voici la vérité qui dérange. La plupart des réserves au cas où finissent par ne jamais être utilisées. Les gens économisent pour des urgences qui ne se présentent jamais, puis se retrouvent face à une urgence bien plus prévisible pour laquelle ils n'étaient pas préparés. L'urgence de ne plus être en mesure de profiter de la vie. Vous voulez voir la peur irrationnelle en action? Regardez quelqu'un dans la soixantaine refuser de prendre un taxi parce que c'est trop cher, puis marcher sur un trottoir glissant et se casser un poignet. Ils ont économisé 15 $. Leur facture médicale s'élevait à 15 000 $ et leur souffrance était inestimable. Ce n'est pas de la prudence, c'est une gestion des risques vraiment catastrophique. Un homme ou une femme de 60 ans sensé devrait chercher à éviter les dangers les plus prévisibles liés à l'âge. Les chutes, la solitude, la douleur chronique, l'isolement, le déclin cognitif et la perte d'autonomie. Tout cela peut être atténué avec de l'argent, un domicile plus sûr, un transport fiable, une alimentation de meilleure qualité, des conditions de vie plus saines, des activités sociales, un suivi médical, de la kinésithérapie. Pourtant, beaucoup de personnes âgées gardent leur argent pour des catastrophes hypothétiques improbables, des choses qui ont peu de chances de se produire, mais qui suscitent beaucoup d'imagination. Elles se protègent contre des astéroïdes tout en ignorant les nids de poules. Le « juste au cas où » devient une prison mentale. On finit par croire que dépenser de l'argent est le vrai danger, au lieu de réaliser que ne pas le dépenser est la véritable menace pour son bien-être. Demandez à quiconque a pris soin de parents vieillissants. Ils vous raconteront la même histoire. Maman ou papa auraient pu avoir une vie plus facile, plus de confort, plus de soutien, plus de dignité, mais ils ont refusé de dépenser. Ce n'était pas de la sagesse, c'était de la peur. Et la peur leur a fait croire que la privation était la solution. Laisse-moi te donner une règle simple qui aurait pu éviter beaucoup de souffrance à de nombreuses personnes âgées. Si dépenser de l'argent te débarrasse d'une gêne quotidienne, t'évite un danger probable ou t'apporte un confort significatif, fais-le sans attendre, pas après des dizaines de réunions avec ta conscience. Tu as passé des années à construire un coussin financier. À un moment donné, tu es censé t'y asseoir, pas te tenir en équilibre sur le bord en le regardant avec méfiance. La tragédie, c'est que l'état d'esprit, au cas où, se renforce précisément pendant les années où la vie devient la plus fragile. Au lieu de garantir du confort, les gens s'assurent de l'anxiété. Au lieu d'investir dans leur propre corps vieillissant, ils investissent dans des catastrophes imaginaires. C'est la mauvaise stratégie au mauvais moment de la vie. Tu n'as pas besoin de brûler tes économies, mais il faut vraiment arrêter de laisser la peur dicter chaque décision. Parce que la peur n'a qu'une seule réponse, non. Pas de vacances, pas d'amélioration, pas de changement, pas d'aide, pas de plaisir, pas de répit, pas de dépenses. On ne peut pas bâtir une vieillesse épanouissante avec un outil qui ne sait que dire non. L'approche intelligente ne consiste pas à dépenser sans réfléchir. C'est plutôt de comprendre que l'argent est là pour accompagner la phase de vie dans laquelle tu es vraiment, et non celle que tu redoutes d'affronter. Tu n'as plus 20 ans. Tu ne prépares pas à élever des enfants. Tu ne fais pas des économies pour un apport. Tu ne grimpes pas les échelons de ta carrière. Tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Tu as plus de 60 ans.
Les années de prévoyance sont derrière toi. Les années à profiter de ce que tu as gagné sont présentes. Et si tu ne saisis pas cette différence, tu risques de finir avec trop d'argent et peu de vie. Il y a un moment dans la vie où épargner est censé, admirable et nécessaire. Puis il y a un autre moment, généralement après 60 ans, où l'épargne se transforme discrètement en quelque chose de bien moins flatteur. L'accumulation. Les gens n'aiment pas ce terme. Ça sonne mal. Ça semble compulsif. Ça ressemble à un problème que d'autres ont. Mais regardez de près comment se comportent de nombreux retraités. Ils ne prennent pas de décisions financières réfléchies. Ils tiennent leur argent comme un enfant effrayé tient sa couverture, car lâcher prise semble risqué, même si garder cet argent leur fait du mal. Épargner, c'est un projet. Accumuler, c'est un réflexe. Un épargnant avisé sait à quoi sert son argent. Un accumulateur ne sait que l'argent ne doit pas être touché. J'ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui continuent à épargner par simple inertie. Ils sont comme des coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée il y a des décennies, mais qui continuent à sprinter parce qu'ils ne supportent pas l'idée de s'arrêter. S'arrêter signifierait réévaluer leur vie. S'arrêter signifierait admettre qu'ils ont entamé un nouveau chapitre. S'arrêter signifierait faire face au temps, quelque chose que l'argent ne peut pas protéger. Accumuler leur donne l'illusion de contrôler la situation, mais cela ne résout rien. Cela garantit simplement qu'ils ne profitent jamais de ce qu'ils ont passé une vie à acquérir. Laissez-moi vous dire qui accumule de l'argent tard dans la vie. Ce sont des gens qui n'ont pas confiance en leur propre jugement. Les gens qui pensent que la prudence équivaut à l'intelligence. Ceux qui ont une peur bleue du changement inattendu. Ceux qui mélangent le renoncement à soi avec la vertu morale. Ceux qui croient que dépenser de l'argent est d'une certaine manière pécheur ou irresponsable. Aucune de ces croyances ne vous aide à bien vivre. Toutes contribuent à rétrécir votre existence. Une fois, j'ai connu une dame dans la 80aine qui refusait d'acheter une nouvelle paire de lunettes. Sa prescription avait évolué. Sa vue était floue. Elle trébuchait sur des objets. Elle avait des maux de tête, mais elle persistait à dire que ses anciennes lunettes étaient suffisantes parce que les nouvelles coûtaient trop cher. Elle n'était pas pauvre. Elle ne luttait pas. Elle n'arrivait tout simplement pas à se défaire de cette mentalité selon laquelle dépenser de l'argent était moralement douteux. Ses enfants ont finalement acheté les lunettes pour elle, et au moment où elle les a mises, elle a prononcé une phrase qui illustre parfaitement la bêtise de l'accumulation. « Oh, je ne savais pas que les choses pouvaient encore être aussi claires. » Voilà ce que l'accumulation vous vole, la clarté, le confort, la facilité et les simples plaisirs d'être en vie. La tragédie, c'est que les personnes âgées ne réalisent pas le coût de la situation, car la dégradation se produit lentement. Elles finissent par s'habituer à l'inconfort. Elles s'accommodent des désagréments. Elles acceptent une vie qui se rétrécit d'année en année. Et elles appellent ça être prudent. Mais il n'y a rien de prudent à laisser la peur réduire votre monde. Réfléchissez à cela. Si votre patrimoine net continue d'augmenter après 60 ans et que votre qualité de vie diminue, c'est que quelque chose ne va pas. Cela signifie que vous allouez vos ressources de manière erronée, en faisant croître ce qui compte le moins, tout en négligeant ce qui est vraiment essentiel. Aucun investisseur compétent ne choisirait délibérément de réinvestir dans l'actif le moins productif, tout en négligeant celui qui offre un meilleur rendement. Pourtant, les gens le font constamment avec leur argent et leur vie. En plus, l'accumulation est contagieuse. Elle s'étend à d'autres domaines, comme les relations, les décisions, les opportunités. Les gens deviennent des accumulateurs de temps, refusant les invitations, les expériences, tout ce qui est nouveau. Ils accumulent leur énergie, ils accumulent leur curiosité et finalement,
ils accumulent leur propre potentiel. En essayant de tout conserver, ils finissent par ne rien préserver. Le souci, c'est que l'accumulation se déguise en discipline. Ça a l'air soigné, ça semble responsable. Ça paraît moral, mais en réalité, c'est juste de la peur bien habillée. La discipline dit d'utiliser l'argent avec sagesse. L'accumulation dit de ne jamais l'utiliser du tout. Voici une petite règle à garder en tête. Seul un vieux sage vous dira que si vous avez plus qu'assez et que vous n'arrivez toujours pas à dépenser pour des choses qui améliorent vraiment votre vie, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème psychologique. Et les problèmes psychologiques ne s'arrangent pas avec plus d'économie, ils s'aggravent. On ne résout pas la peur en la nourrissant, on ne guérit pas l'insécurité en la renforçant, et on ne lutte certainement pas contre le vieillissement en prétendant qu'on peut économiser plus que ça. L'argent épargné dans la vingtaine achète des opportunités. L'argent mis de côté dans la soixantaine devrait acheter de la tranquillité. L'argent économisé dans la soixantaine devrait acheter du soutien. L'argent épargné dans la quatre-vingtaine devrait acheter du réconfort. L'argent que tu économises dans ta 90e année devrait t'apporter de la sérénité. Mais garder de l'argent sans l'utiliser, peu importe l'âge, ne sert à rien. Ça reste là, comme un instrument de musique que personne ne joue, attendant que quelqu'un de plus audacieux que toi s'en serve. Et voici le côté amusant. Les personnes qui le recevront, que ce soit tes enfants, tes petits-enfants, des œuvres caritatives ou même l'État, dépenseront sans la moindre hésitation. Ils ne ressentiront pas la moindre goutte de la peur qui t'immobilise. Ils ne passeront pas des heures à réfléchir à l'achat d'un nouveau matelas ou à la mise à jour de leurs lunettes. Ils dépensent sans retenue parce que ce n'est pas leur fardeau, c'est leur aubaine. Ta peur se transforme en leur surplus. Ton anxiété devient leur commodité. Tes sacrifices se changent en leur choix d'achat. Et si cela ne te fait pas repenser à l'idée de conserver ton argent, je ne sais pas ce qui le fera. Tu n'as pas passé toute ta vie à gagner de l'argent juste pour laisser la peur le gérer à la fin. L'argent est fait pour circuler, pour être transformé et utilisé, pas pour être conservé à jamais. Accumuler de l'argent est une mauvaise stratégie. Avoir une vie réduite est le pire retour sur investissement que tu puisses obtenir. La plupart des gens ne prennent jamais le temps de se poser la question la plus basique. Qu'est-ce que l'argent en réalité? Une fois que l'on a dépassé 60 ans, ils pensent que la réponse est la même qu'à 30 ou 40 ans. Rester économe, continuer à épargner, éviter les risques, accumuler davantage juste au cas où. C'est cette mentalité qui gâche le dernier tiers de la vie. Car après 60 ans, l'argent cesse d'être un outil d'accumulation et devient un moyen de préservation, non pas de la richesse, mais de la qualité de vie. Si tu ne comprends pas ce changement, tu vas perdre des décennies à considérer la vieillesse comme une simple prolongation de la vie d'adulte et tu vas t'épargner des difficultés inutiles. Laisse-moi être clair. L'argent après 60 ans devrait servir à acheter du temps, du confort, de la protection et de la dignité. Pas de trophées, pas de droits de vantardise, pas un patrimoine impressionnant que des inconnus ne verront jamais. Le temps est la monnaie la plus précieuse. Le confort devient l'investissement le plus rentable. Et la dignité, eh bien, c'est la chose que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils auront besoin jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'argent peut acheter les trois, mais seulement si tu sais comment l'utiliser. Vous seriez surpris de voir combien de personnes âgées hésitent à dépenser de l'argent pour des choses qui pourraient clairement améliorer leur quotidien. Elles se disent « je n'en ai pas besoin ». Bien sûr qu'elles en ont besoin. Elles ne veulent simplement pas admettre que la vie a évolué. Un homme de 30 ans n'a pas besoin d'aide pour porter ses courses. Un homme de 75 ans en a souvent besoin. Mais au lieu de demander de l'aide, beaucoup de personnes âgées s'imposent des luttes inutiles parce qu'elles ont peur de paraître faibles ou de gaspiller. Laissez-moi vous dire quelque chose que seuls les aînés comprennent.
Il n'y a rien de noble dans la souffrance inutile. On ne gagne pas de points supplémentaires en refusant le confort. Tout ce que l'on récolte, c'est de la douleur. Le véritable objectif de l'argent à un âge avancé est de résoudre les problèmes que les plus jeunes peuvent régler avec leur force. Un jeune de 20 ans soulève la boîte lourde. Un sexagénaire engage quelqu'un pour le faire. Et un octogénaire aurait dû le faire 10 ans plus tôt. Ce n'est pas de la paresse, c'est une adaptation intelligente. Mais cette adaptation, Charlie Munger, c'est aussi un contrôle de l'ego. Une chose que la plupart des gens n'arrivent jamais à maîtriser. Beaucoup de personnes âgées s'accrochent à l'idée qu'elles sont encore autonomes. Elles refusent de recevoir de l'aide. Elles minimisent leurs besoins. Elles minimisent leurs difficultés. Pendant ce temps, leur qualité de vie diminue mois après mois. Et pourquoi faire? Pour économiser quelques centaines? Pour faire semblant d'être encore comme il y a 20 ans? Pour impressionner qui? Personne ne regarde. Personne ne s'en soucie. Votre fierté vous nuit plus que n'importe quelle dépense. L'argent, après 60 ans, devrait aussi vous offrir la liberté de vous débarrasser des tâches qui nuisent à votre santé et à votre temps. Cuisiner quand vous êtes épuisé. Conduire quand vos réflexes sont plus lents. Nettoyer quand votre équilibre est précaire. Gérer des papiers qui vous stressent. Déneiger quand votre dos est fragile. Monter sur des échelles. Porter des charges. Réparer des appareils. Ces activités ne prouvent pas votre indépendance. Elles montrent votre obstination. Une personne de 60 ans sensée délègue tout ce qui a une chance, même minime, de l'envoyer à l'hôpital. Les gens sous-estiment à quel point le corps devient fragile avec l'âge. Une chute peut effacer 10 années de planification financière minutieuse. Un incident peut anéantir le confort que vous avez mis une vie à construire. L'argent est le rempart. L'argent est le substitut de la jeunesse. C'est ce que vous utilisez quand votre corps refuse de coopérer. Si vous ne l'utilisez pas, vous vous privez du seul avantage que l'âge vous a laissé. Et voici un autre rôle de l'argent après 60 ans que beaucoup de gens négligent. Racheter votre temps. Les personnes âgées agissent comme si elles avaient des heures infinies à perdre. Ce n'est pas le cas. En réalité, chaque heure est plus précieuse qu'elle ne l'a jamais été. Alors, pourquoi continuez-vous à faire la queue pendant des heures, à chercher des petites réductions, à accomplir des tâches qui vous épuisent, ou à vous forcer à supporter des désagréments que l'argent pourrait résoudre en un clin d'œil? Vous ne faites pas des économies. Vous gaspillez votre vie, payez pour la commodité, payez pour la rapidité, payez pour le confort, payez pour la facilité. Vous avez payé pour les autres toute votre vie. Patron, entreprise, gouvernement, enfant. Peut-être est-il temps de penser à vous, et parlons de la dignité. La plupart des gens sous-estiment à quelle vitesse ils peuvent perdre leur équilibre en avançant en âge. Perdre sa mobilité, son indépendance, sa confiance. Ces changements surviennent doucement, puis, tout à coup, ils s'accumulent. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes liés au déclin, mais il peut adoucir les chocs. Il vous permet de garder le contrôle de votre environnement de vie. Il peut vous offrir une aide professionnelle. Au lieu de dépendre des proches épuisés, il vous procure intimité, sécurité, autonomie et choix. Sans argent, le vieillissement peut être humiliant. Avec une certaine aisance financière, il devient plus gérable. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de la prévoyance. Alors, quel est le véritable objectif de l'argent après 60 ans? C'est assez simple. Rendre les années qui vous restent plus faciles que celles que vous avez traversées. Transformer des décennies de discipline en confort significatif. Protéger votre énergie restante, votre force qui diminue et votre dignité pour vous permettre de savourer les derniers chapitres au lieu de simplement les subir. Mais tout cela nécessite une chose que beaucoup de personnes âgées refusent de faire.
Dépensez de manière intelligente, réfléchie et sans excuse, parce que la dure réalité est celle-ci. Si tu ne utilises pas ton argent pour améliorer ta vie après 60 ans, tu as complètement raté le but d'en avoir. Tu l'as gagné, tu l'as économisé, tu l'as protégé. Maintenant, laisse-le faire son travail. Une fois que tu atteins 60 ans, la vie ne te juge plus sur ce que tu as accumulé. Elle commence à te juger sur la manière dont tu utilises intelligemment ce qu'il te reste, ton temps, ton énergie, tes relations, et oui, ton argent. La plupart des gens échouent à cet examen, non pas parce qu'ils sont imprudents, mais parce qu'ils sont coincés dans un scénario dépassé. Ils continuent à agir comme si le but était d'éviter de manquer d'argent. Mais après 60 ans, le vrai danger, c'est de manquer de vie en premier. Tu as passé des décennies à suivre des règles qui avaient du sens quand tu étais jeune. Économise avec acharnement, travaille dur, diffère la gratification, planifie pour l'avenir. Ces règles étaient justes pour ce chapitre, mais chaque chapitre a une fin. Et la tragédie, c'est qu'à peu près personne ne met à jour son comportement pour s'adapter à la réalité. Les gens ne vieillissent pas financièrement, ils ne vieillissent que physiquement. Leur corps entre dans une nouvelle phase de la vie, tandis que leur esprit reste obstinément ancré dans l'ancienne. On peut le constater partout. Un septuagénaire qui découpe des coupons avec un portefeuille à 7 chiffres. Un octogénaire qui refuse de l'aide parce que cela coûte trop cher. Un sexagénaire qui dit « peut-être plus tard » pour voyager, déjà trop fatigué pour le faire. Des gens qui ont construit une vie de sécurité et qui, au moment où cela compte le plus, refusent d'en utiliser le moindre centime. Si je devais vous transmettre un message, ce serait celui-ci. L'argent n'est pas l'essentiel. La vie, c'est ça qui compte. On ne gagne pas de points supplémentaires en quittant ce monde avec le plus grand bilan. On n'obtient pas de réduction sur la mort pour avoir vécu frugalement. On n'est pas récompensé pour avoir amassé du confort qu'on aurait pu utiliser. Il y a une raison pour laquelle j'ai passé des décennies à mettre en garde les gens contre l'envie, la dette et la bêtise. Elles détruisent votre vie financière. Mais la peur ruine vos dernières années. La peur vous persuade que dépenser est dangereux. La peur vous fait croire que le confort est un luxe. La peur te fait croire que dépenser tes économies est d'une certaine manière irresponsable. La peur te persuade que le pire scénario est toujours à portée de main. Eh bien, laisse-moi te donner la version honnête. Le pire scénario, c'est de finir ta vie avec des regrets que tu aurais pu éviter et de l'argent que tu n'as jamais utilisé. Investis dans ta santé tant que cela améliore encore tes journées. Investis dans ton confort tant que cela soulage de vraies douleurs. Investis dans des expériences tant que tu peux encore te souvenir d'elles. Investis dans du soutien avant de tomber et de te blesser de manière irréparable. Investis dans la facilité au lieu de la lutte. Investis dans ta dignité plutôt que dans ta fierté. Tu ne gaspilles pas de l'argent, tu préviens la souffrance. J'ai survécu à la plupart des gens avec qui j'ai grandi. J'ai enterré des amis, des partenaires, des collègues, des concurrents. Je peux te le dire avec une certitude totale. Aucun d'eux n'a jamais dit « j'aurais aimé économiser plus à 80 ans ». Mais beaucoup d'entre eux ont dit « j'ai attendu trop longtemps pour profiter de ce que j'avais ». Le temps a une drôle de manière de rendre tous les débats financiers sans importance. Peu importe le montant que tu atteins, le temps finira toujours par gagner. Ce que tu peux décider, c'est si tu utilises tes ressources de manière judicieuse avant que cela n'arrive. Alors, voici le bilan final. Si tu as déjà remporté la partie, arrête de jouer comme si tu étais encore en train de te qualifier. Ne fais pas semblant que l'objectif est de sortir avec le plus gros tas. Ne fais pas semblant que la peur qui t'a servi à 30 ans est toujours utile à 70. Tu n'as pas besoin de permission pour utiliser ton argent.
Ce dont tu as besoin, c'est de perspective. Dépense de manière rationnelle. Dépense avec intention. Dépense quand cela améliore réellement ta vie. Dépense parce que tu as gagné ce droit. Dépense parce que l'avenir pour lequel tu as économisé n'est plus un jour quelconque. C'est maintenant. Et si tu as encore besoin d'une dernière phrase pour te pousser à agir, la voici. Si ton argent te survit trop longtemps, tu as mal joué. Assure-toi que ta vie obtienne sa part équitable avant que le temps ne s'écoule.